tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. Voici tout d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de cette journée. Netanyahou a donc prononcé son tant attendu et tant décrié discours devant le Congrès sur le dossier du nucléaire iranien. Paris réussi pour ses partisans. Quelques jours plus tard en Israël, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté en Israël pour appeler à la défaite du Premier ministre aux prochaines élections. Plusieurs centaines de personnes ont également manifesté, mais cette fois à Madison, dans le Wisconsin, après la mort d'un noir de 19 ans tué par les forces de l'ordre, alors que le débat sur les violences et les discriminations policières bat son plein aux États-Unis. Une semaine après le saccage du musée de Mossoul, les djihadistes de l'État islamique ont détruit un autre joyau de l'ère assyrienne, l'antique cité de Nimroud. Le chef du groupe islamiste nigérian Boko Haram a annoncé dans un enregistrement audio avoir fait allégeance au mouvement djihadiste État islamique. Bonjour Daniel Chak. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, ancien ambassadeur d'Israël en France. La semaine dernière, on disait ce qui va arriver dans le discours de Netanyahou au Congrès. Ça y est, maintenant on le sait, le discours est derrière nous. Qu'est-ce que vous en retenez? Sans surprise, grand discours, grand succès dans les rangs du Congrès. Comme vous le savez, je suis beaucoup plus nuancé en ce qui concerne le bien fondé de ce discours. Sur la méthode. Sur la méthode, mais disons tout ça c'est derrière nous. Maintenant, la question pour Netanyahou est de savoir est-ce que le noyau dur de ses espérances, c'est-à-dire d'avoir un vrai retentissement sur le public israélien et notamment sur les électeurs de droite, est-ce qu'il a obtenu gain de cause? Il semblerait que non. Ou bien un oui mitigé. Alors justement, parce qu'avec vous, on regarde un petit peu l'aspect israélien de cette affaire, oui. Finalement, avant de voir l'aspect international. Quand on regarde les sondages, l'Union sioniste et Netanyahou sont toujours au coude à coude, mais quand on regarde l'ensemble de l'image, l'ensemble de la photo, comme on dit en hébreu, ça semble jouer, c'est la droite qui va l'emporter. Pas du tout. Pas du tout, du tout. D'ailleurs, ce n'est pas vrai que les sondages, ils sont coude à coude. Dans la plupart des sondages, l'Union sioniste a une avance, mais ce qui nous intéresse en l'occurrence par rapport au discours, sur l'Union sioniste, ça n'a aucun effet. La question était de savoir est-ce que le léger languissement dans les sondages du Likoud va s'arrêter? Est-ce qu'il y aura surtout un redressement? Je crois qu'il voulait récupérer 2 ou 3 mandats qu'il avait perdus. Ça semble être le cas. Non, il en a gagné un. Il en a gagné un, à peine. Et à mon avis, tout ça pour ça, je pense qu'il devrait y avoir une déception dans le camp du Likoud. D'autant qu'il y a encore 10 jours, enfin il passait 2 semaines entre le discours et les élections. Vous pensez qu'en 2 semaines, ça ne suffira pas à tenir? Ça peut très bien s'effriter. Ça peut aller dans les deux sens. Je suis d'accord avec vous que les choses sont ouvertes, mais je ne pense pas du tout que les choses sont jouées. Vous savez, en Israël, le système électoral est tellement compliqué que même être le premier parti qui sort des urnes le lendemain des élections ne vous assure pas le gouvernement. C'est très complexe, les négociations sur la formation de la coalition. Mais pour le moment, je pense que les deux camps se concentrent sur le fait d'être le premier parti à la sortie. Pour un effet psychologique et plus que psychologique. Si l'Union sioniste ou le Likoud, ce qui semble moins possible aujourd'hui, sort avec une avance de 3 ou 4 mandats, cela donne plus que de la psychologie. Alors, une question sur l'Union sioniste, sur le chef de l'opposition, Yitzhak Herzog. Yitzhak Herzog, vous ne pensez pas qu'il a fait une erreur en ne pas allant aux États-Unis avec le Premier ministre, justement pour montrer que sur le sujet de l'Iran, il n'y a pas d'opposition en Israël? C'est pas la peine d'aller aux États-Unis pour dire ça. Il peut dire ça ici, ce qu'il n'a d'ailleurs pas cessé de faire, et lui a préféré parler ici aux citoyens israéliens, les yeux dans les yeux, sur les questions qui les intéressent ici. Il est clair que sur la question de l'Iran, sur la substance, il y a peu de divergences entre eux, mais il y a une grande divergence sur la méthode. Et donc, pourquoi répéter la méthode que vous ne cessez d'attaquer chez votre adversaire? Une dernière question. Samedi soir, on a vu place Rabin à Tel Aviv, des dizaines de milliers de personnes manifester pour le changement de gouvernement, donc pour le départ de Netanyahou. On n'avait pas vu la place Rabin aussi remplie depuis des années, en dehors des manifestations de commémoration de la mort de Rabin, bien entendu. Et l'un des orateurs, c'était l'ancien chef du Mossad, l'ancien patron du Mossad, Meir Dagan, qui disait « La menace iranienne
est réelle, mais le fait de l'utiliser comme le fait Netanyahou n'est pas justifié, elle n'est pas, disons, une menace existentielle pour Israël. Vous savez, moi je ne parle pas pour Meir Dagan, je pense que c'est un homme que tout Israélien devrait admirer, c'est un homme qui a une carrière illustre, qui a été considéré comme l'un des meilleurs chefs du Mossad depuis la création de cette organisation. Ce qui ne veut pas dire qu'il a forcément... Avec 3 premiers ministres. Oui, il a travaillé avec 3 premiers ministres qui lui ont fait confiance. Je ne vois pas de raison pourquoi aujourd'hui, quand il est sorti de ses fonctions, quand il parle, qu'on le dédaigne. On peut être d'accord ou pas être d'accord, mais dire que cet idiot ne sait pas de quoi il parle, franchement, c'est un peu facile. Il est d'ailleurs, il faut le dire, la plupart des anciens chefs de la sécurité en Israël, de l'armée, du Mossad et du Shabak, sont à peu près du même avis. Merci beaucoup, Daniel Sheikh, d'avoir été avec nous. Voilà donc pour l'aspect israélien du débat. On va continuer de parler du Proche-Orient avec l'aspect américain sur ce discours de Netanyahou avec Aaron Miller. Aaron Miller a servi 6 secrétaires d'État américains en tant que conseiller aux négociations israélo-arabes. Il est avec nous depuis Washington. Bonjour. Tout le plaisir est pour moi. Alors au-delà des polémiques, il semble que le discours de Netanyahou a eu un impact à Washington. It had an impact. The question is in what direction. I think that Il a fait un impact, mais la question est dans quel sens. Il faut comprendre à quel point ce discours était sans précédent. J'ai personnellement participé au développement de la relation entre les États-Unis et Israël pendant près de 25 ans, et je n'ai jamais vu un événement comme celui-ci. Il faut comprendre de quoi il s'agit. Vous aviez un Premier ministre israélien invité par la direction de l'un des partis américains au Congrès, alors que le gouvernement américain est en train de négocier ce qui pourrait être un accord final sur l'Iran. On behalf of an administration with whom the Prime Minister has fundamental disagreements on both the direction and the policy. Des négociations auxquelles le Premier ministre israélien s'oppose formellement. Cet événement était vraiment unique. Le Premier ministre a donné un discours sincère et intense. La question est de savoir si cet investissement va donner quelque chose. Mais il semble que les élus américains soient déterminés à faire passer une loi qui va contraindre Obama à faire passer par le Congrès tout accord avec l'Iran. C'est une victoire de Netanyahou. Well, I'm not sure about that. I was going to say that there really isn't enough information right now to take the full measure. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il n'y a pas assez encore d'informations pour pouvoir réellement mesurer cela. Vous avez bien vu ce qui s'est passé lorsque le sénateur Mitch McConnell a tenté de mettre en place une loi pour passer en revue les négociations avec l'Iran. Les démocrates n'ont pas apprécié, ils ont dit qu'il n'y avait pas de concertation avant. Ils ont accepté de repousser toute législation à après le 24 mars, qui est censé marquer la conclusion d'un accord cadre. Donc je pense que c'est très flou pour l'instant. In terms of convincing those Israelis who are undecided right now what to do with their vote. Est-ce que le discours joue vraiment un rôle important pour convaincre les Israéliens qui n'ont pas encore décidé quoi faire de leur vote le 17 mars? Bien sûr, ni vous ni moi, personne ne peut prédire ce qu'il se passera alors. Donc je pense qu'il faut se poser la question suivante, même si on ne connaît pas la réponse. Est-ce que l'investissement de Netanyahou, est-ce que les risques qu'il a pris vont être justifiés par les effets de ce discours? On ne sait pas. C'est une histoire qui n'a pas encore de fin. Mais vous ne pensez pas que la crainte des Israéliens sur le dossier iranien vient avant tout du manque de réussite d'Obama au Moyen-Orient de manière générale? Well, I think that President Obama is not Bill Clinton or George W. Bush.
Eh bien, je pense que le président Obama n'est pas le président Clinton ou Bush. J'ai vu un sondage récent qui indique que la majorité des Israéliens pensent que le président a tort sur le conflit avec les Palestiniens ainsi que sur le nucléaire iranien. Il est possible que ce soit le cas, mais encore une fois, la question est comment est-ce qu'on mesure cela et quel sera l'impact? S'il y a effectivement un accord cadre de conclu, puis un accord définitif déterminé avant le 1er juillet, bien sûr, cet accord devra être accepté par tous les pays qui participent aux négociations. Les Russes, les Chinois, les Britanniques et les Allemands. Que ce soit un bon ou mauvais accord, ce sera un accord. Et cet accord représentera un consensus de tous les pays du groupe et il sera alors très difficile de s'y opposer. Mais pour répondre à votre question, que l'échec de l'administration Obama au Moyen-Orient soit le problème ou pas, je ne sais pas, mais c'est une réalité. Une chose est sûre, les Israéliens sont inquiets de la politique américaine au Moyen-Orient, il n'y a aucun doute là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Monsieur Miller. Merci beaucoup. Et on va terminer avec un peu de légèreté, ça fait du bien avec cette actualité. Cette semaine a lieu l'immense salon annuel de la téléphonie mobile à Barcelone. Et avec nous pour en parler, Samantha Kelly, reporter high-tech pour le site mashable.com. Bonjour. Bonsoir, merci à vous. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a fait la une cette année ? Sure. So I think the biggest news to come out of the event was the launch of Samsung's two new flagship devices. The first one was the Samsung Galaxy S6. Je pense que la plus grande nouveauté de cet événement était le lancement des deux nouveaux appareils de Samsung, le Galaxy S6 et sa version plus sophistiquée, le S6 Edge. Sur les deux côtés du S6 Edge, il y a des écrans recourbés qui proposent une nouvelle manière de télécharger toutes sortes d'applications, de recevoir vos notifications. Donc ces deux appareils Samsung étaient vraiment la plus grande nouveauté. Ce qui est aussi très intéressant dans ce congrès, c'est que toutes les grandes marques y sont. Samsung, HTC, LG, toutes les grandes entreprises à l'exception d'Apple. Apple ne participe jamais à l'exposition, ils lancent leurs produits séparément. Mais comme d'habitude, on compare tout à ce qu'Apple fait. L'une des tendances principales qu'on a pu observer était les smartwatches. Vous savez, celle d'Apple va bientôt sortir et donc on se demande à quoi les smartwatches de la concurrence vont ressembler. Il y a aussi les systèmes de paiement. Samsung a sorti le Samsung Pay qui fait concurrence directe à Apple Pay. Vous connaissez le principe, vous pouvez en scannant votre portable à la caisse des magasins payer pour vos achats. Donc en fait, tout le monde s'inspire des produits Apple. On le voit chaque année, mais particulièrement cette année, surtout qu'Apple n'est jamais présente au congrès. Est-ce que vous diriez que Samsung a réussi à impressionner avec son S6 ? Sure. So a lot of the early hands-on that people had time with the devices seem to really like it. It's sleeker, works really well. Overall, eh bien, tous ceux qui ont eu l'occasion de toucher les deux nouveaux portables semblaient vraiment les apprécier. Mais beaucoup de gens se demandent si les écrans recourbés sont des gadgets ou bien s'ils font vraiment une différence. C'est à débattre, mais c'est un très bel appareil. Un appareil que beaucoup de gens vont vouloir. Les critiques ont été bien plus bonnes que pour l'ancien modèle, le S5, et je vois beaucoup de potentiel ici. Je ne pense pas que ça a fait un si gros buzz, mais c'est une technologie très unique en tout cas. Et d'après ce que vous avez vu, à quoi va ressembler le futur de la téléphonie mobile, à votre avis évidemment ? Alors, tout le monde parle de ça, bien sûr. Vous savez, les années précédentes, on a vu beaucoup de tablettes que l'on appelle aussi les porblettes, des modèles qui sont entre un portable et une tablette. Cette année, pas d'énormes surprises. La grande tendance sont les appareils que l'on porte sur soi. Tout le monde en parle. Pour l'instant, on n'en est qu'au début. Les gens commencent à s'habituer au concept de la smartwatch et à la manière dont elle se connecte à votre téléphone mobile. Je pense qu'il sera
sera intéressant de voir le développement de tout ça au cours de cette année. Et puis, vous savez, la montre, c'est aussi un accessoire de mode. Aujourd'hui, beaucoup de ces appareils ressemblent juste à des mini-ordinateurs qu'on attache autour de son poignet. Mais les designs sont de plus en plus fins, plus beaux. Et beaucoup de ces montres ressemblent vraiment à des montres bijoux plutôt qu'à des ordinateurs. Merci beaucoup, Samantha Kelly, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et c'était Le Monde de cette semaine tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.